Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour ce petit retard à l'allumage. On est en Savoie, alors le quart d'heure savoyard est bien largement entamé, mais on en a profité. On a eu un petit souci technique, on s'en excuse. On va essayer de faire en sorte de ne pas finir trop tard pour autant. Donc ce soir, on accueille le docteur Yves Tourné, chirurgien spécialisé dans la chirurgie de la cheville et du pied, plus généralement, qui va nous parler des différentes techniques de ligamentoplastie et d'une mise au point. Je laisserai bien entendu préciser sur les connaissances en 2016 à ce sujet-là. Simplement, avant ça, vous rappelez le principe de l'Académie de la cheville. Donc, c'est une initiative de développement de sessions gratuites de formation en ligne accessibles à tout le monde. Les sessions de formation sont assurées par des spécialistes impliqués dans la recherche autour des thématiques de l'instabilité de cheville, que ce soit des chercheurs, des kinésithérapeutes, des médecins du sport ou des chirurgiens. Et cette Académie de la cheville a été initiée par l'équipe Miolux qui fonctionne dans cet état d'esprit, mais bien évidemment plein d'autres acteurs externes, comme c'est le cas ce soir au concept Miolux, interviennent. Le but, c'est vraiment de diffuser et de partager des connaissances et de favoriser l'interrelation et la communication entre les professions amenées à prendre en charge les patients sujets aux instabilités de cheville. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole au docteur Tourné qui va vous présenter son sujet. Et encore désolé pour le retard à l'allumage. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, il y a eu un petit retard pour les problèmes de compatibilité Mac et PC. J'espère que les vidéos que je vais vous présenter marcheront, puisque là, on va faire sans filer. Voilà, donc les bonnes pratiques ligamentoplastie latérale de la cheville, c'était un petit peu pour faire le point sur tout ça. Donc, on va parler rapidement des facteurs de l'instabilité. Pourquoi faut-il opérer une cheville instable? Quel est le bilan préopératoire clinique? Quel est le bilan d'imagerie préopératoire qu'il faut obtenir avant de pouvoir proposer une technique chirurgicale? Quelles sont ces techniques de reconstruction du plan ligamentaire latéral? Et puis bien sûr, je vous parlerai de ma technique de réparation anatomique, qui est un renforcement au frondiforme après avoir réinséré les ligaments naturels. Et j'espère que là, les vidéos marcheront. Sinon, c'est pas grave, je vous les décrirai. Et puis pourquoi ce choix? Et puis bien sûr, les recommandations pour terminer cela. Alors les facteurs d'instabilité, vous les connaissez tous, hein, Hertel en 2002, puis Bonnell ensuite en 2010. Les ont un petit peu répertoriés en deux grands groupes, les instabilités mécaniques, au premier rang desquelles bien sûr les laxités, et puis les instabilités fonctionnelles, qui sont entre autres bien sûr les problèmes de proprioception et de préactivation musculaire. Et puis effectivement, il y a des connexions entre les deux, conduisant donc à ces entorses à répétition. Et c'est vrai que la chirurgie, puisque mon propos c'est la chirurgie, se place bien sûr par les ligamentoplasties, parfois par d'autres gestes associés, mais en tout cas par les ligamentoplasties pour traiter la cause la plus fréquente des instabilités d'origine mécanique, qui est les problèmes de laxité ligamentaire, et ce soir les laxités latérales. Alors, les entorses de cheville sont fréquentes, hein, 10% des admissions en service d'urgence, c'est un coût financier et social élevé maximal. L'instabilité, c'est la plus fréquente de ces séquelles d'entorse, et vous voyez sur le petit film à droite en bas, ces instabilités récurrentes sur une course en terrain pas forcément très plat. Les plaintes persistantes dans les suites de ces entorses sont nombreuses, et dans la littérature, elles vont entre 10 et 45%. Ça va des lésions ostéochondrales, comme sur la diapositive de gauche, au syndrome exostosant postérieur, aux lésions des tendons fibulaires, autant de lésions qui sont en fait dues à la chronicité de ces entorses et de cette instabilité. Et puis surtout, un élément très important aujourd'hui, et pour lesquels effectivement ce combat doit être un combat de tous les jours, aussi bien le vôtre que le mien, c'est que la laxité de cheville est devenue la première cause d'arthrose de la tibiotalienne et de la soutalienne. L'incidence à leur terme reste encore un petit peu imprécise, mais aujourd'hui, quelques séries de la littérature, et notamment celle de Valderrabano en 2006, ont bien précisé les choses. Donc, l'instabilité de cheville, c'est la première cause d'arthrose de la cheville. La chirurgie de la laxité, par contre, et c'est là où c'est intéressant, elle empêche la dégradation arthrosique dans 98% des cas, avec très peu d'arthrose au long recul. Vous voyez que ce travail qu'on a publié en 2010 à propos de 310 cas de ligamentoplastie, 13 ans de recul moyen et à peine 2% d'arthrose. Donc ça, c'est plutôt
une bonne nouvelle pour dire que effectivement la chirurgie des laxités, si le traitement médical n'a pas complètement réussi à l'endiguer, la chirurgie des laxités protège de l'arthrose, et c'est donc évidemment un plaidoyer pour cette chirurgie, pour cette prise en charge chirurgicale des laxités qui restent le facteur d'instabilité. Alors comment je fais le diagnostic? Bien sûr, c'est très important pour en arriver à proposer une chirurgie. L'entorse grave, suivie de nombreuses récidives, l'expression clinique est variable. Les patients parlent d'insécurité douloureuse, d'entorse de cheville à répétition, des douleurs, et surtout, et c'est une gageure, le patient n'a jamais eu de rééducation vraie. Le morphotype du pied, bien sûr en varus, avec des amplitudes articulaires qui doivent être bien sûr évaluées, rétraction des jumeaux, quid de la soutalienne, quid de la flexion plantaire, et vous voyez donc ici donc les tests qui permettent donc d'évaluer tout cela. Donc là, on va essayer de passer à la diapo suivante. Voilà. Ensuite, l'examen clinique va chercher des points douloureux, hein, puisque vous savez, au niveau de la cheville, tout est sous la main. Des points douloureux, que ce soit le ligament, le faisceau antérieur, le faisceau moyen, les ligaments de la tibio-fibulaire, le sinus du tarse, les fibulaires, et puis bien évidemment le compartiment médial, même si aujourd'hui on va parler du compartiment latéral, mais souvent ces entorses et ces laxités chroniques sont souvent complexes et l'on a affaire souvent à de multiples lésions ligamentaires un petit peu tout autour de la cheville. Il faut savoir les dépister pour pouvoir proposer une attitude thérapeutique et notamment chirurgicale adaptée. L'examen jambe pendante pour dépister cette fameuse laxité tant en varus qu'en tiroir antérieur se fait jambe pendante de façon bilatérale. Et vous voyez ici un patient avec un important tiroir latéral, avec un important tiroir antérieur, et donc vraiment une instabilité latérale majeure. Là encore, sur le plan des laxités, la laxité médiale ne doit pas être sous-estimée. Vous voyez un cas typique d'une laxité médiale à la fois par lésion du ligament collatéral médial, mais aussi du spring ligament. Et les lésions de la syndesmose, là encore, font partie de ce qu'il faut rechercher avant d'appréhender et de proposer une prise en charge médicale et chirurgicale de ces instabilités. Mais ce diagnostic clinique est malheureusement parfois insuffisant. Il faut s'épauler et s'aider d'un diagnostic paraclinique parce qu'il va falloir affirmer le diagnostic, préciser la topographie lésionnelle. Vous voyez qu'il faut être dans le bilan exhaustif à la fois clinique et paraclinique, évaluer les lésions associées et le varus de l'arrière-pied, autant d'éléments qui peuvent interférer dans les résultats d'une prise en charge chirurgicale. Et là encore, nous avions publié nos résultats en 2010 sur cette nécessité d'avoir un bilan clinique et paraclinique le plus exhaustif possible pour être sûr que l'on traite les bonnes lésions et pour être sûr que l'on n'oublie pas des lésions dans notre prise en charge chirurgicale. Donc, ces outils du bilan lésionnel, c'est des radiographies conventionnelles, en charge, comparatives, face, profil, trois quarts, et puis qui vont permettre de savoir s'il y a déjà des aspects dégénératifs au niveau de cette cheville, quelle est la posture de cet arrière-pied, y a-t-il une posture normale ou existe-t-il, comme dans ce cas-là, un varus de l'arrière-pied? Et on sait le côté délétère du varus de l'arrière-pied pour le traitement de ces instabilités. Et on sait aujourd'hui que le varus de l'arrière-pied, c'est la première cause d'échec des ligamentoplasties latérales de la cheville. Donc c'est dire que son importance de le dépister et éventuellement de le traiter chirurgicalement en même temps que la ligamentoplastie latérale. Les clichés en stress, éternel débat. En aigu, c'est vrai qu'ils sont très controversés. En chronique, à distance de phénomènes douloureux, ils peuvent être une source de référence et de bilan de référence, mais ils sont spécifiques dans 100% des cas, mais moins sensibles. Et donc, il faudra toujours prendre avec beaucoup de pincettes, si je puis dire, la valeur de ces clichés en stress. Plus objectifs sont les imageries, les bilans d'imagerie sophistiqués que peuvent être l'arthroscanner, puisque l'arthroscanner est le seul élément aujourd'hui capable de donner l'état du cartilage en de bonnes conditions. Mais cet arthroscanner, l'arthro-IRM, l'IRM seront aussi des éléments qui permettront de faire le diagnostic des lésions ligamentaires de façon précise, lésions du compartiment latéral, lésions du compartiment médial, comment est la syndesmose, comment sont les tendons fibulaires. Donc voilà autant d'éléments qui vont bien sûr être importants avant de prendre une décision.
Donc au final, la laxité du ligament collatéral latéral, puisque c'est l'objet du débat ce soir, c'est une rupture chronique du ligament tibiofibulaire antérieur associé ou pas au ligament calcanéo-fibulaire. L'état de ces tendons, de ces ligaments est important et l'étude de Takao a permis de faire par une corrélation arthroscopique, IRM et donc chirurgicale, un bilan préopératoire de l'état de ces ligaments pour savoir si ces ligaments vont être propres à la réinsertion ou au contraire, est-ce qu'il va falloir utiliser un procédé de reconstruction alternatif pour remplacer totalement ces ligaments. Ensuite, les laxités associées, est-ce qu'elles existent, associées à la rupture du ligament collatéral latéral, laxité de la soutalienne, laxité du ligament collatéral médial, laxité de la syndesmose? Existe-t-il un varus de l'arrière-pied, auquel cas il faudra probablement procéder à des techniques chirurgicales d'ostéotomie? Existe-t-il des lésions associées, parce que cette instabilité, cette laxité existe depuis de nombreuses années, et on finit par détériorer le cartilage, on finit par créer des conflits à la fois antérieurs et postérieurs. Donc au final, l'ensemble de ces éléments nécessiteront probablement des gestes associés. Alors, les techniques de reconstruction du plan latéral. La réinsertion anatomique, c'est le brostrom, bien connu de bon nombre d'entre nous. Ce brostrom, comme le Duquesnoy en France, sont des techniques chirurgicales qui réinsèrent les ligaments pour eux-mêmes. Et puis, l'évolution s'est faite sur la faiblesse que pouvaient avoir ces réinsertions simples, parce que finalement, on réinsérait des ligaments abîmés parfois depuis longtemps, et s'est posé donc la question d'un renfort. Alors, renfort avec le périoste, comme ici, avec le frondiforme, à la façon de Gould, faisant parler de la technique connue de Brostrom-Gould, et puis la technique dont je vais vous parler, où on crée à partir du ligament frondiforme un véritable ligament supplémentaire qui reste pédiculé sur le calcanéus et qui va ensuite servir de renfort à la réinsertion des ligaments originels. Il y a des reconstructions anatomiques lorsque les ligaments ne peuvent plus être utilisés, utilisant là encore le périoste, la moitié du cours fibulaire comme Christman-Snook, ou utiliser des greffes, allogreffes de banque si on a la chance d'avoir une banque de tissu, ou gracilis, comme le gracilis que l'on prélève pour le ligament croisé antérieur et qui peut servir là aussi de reconstruction lorsque les ligaments ont totalement disparu. Et puis, des techniques que je souhaiterais que l'on abandonne, et on en reparlera à la fin, et qui est l'utilisation à la façon de Castin ou d'Amy-Castin, ou d'Evans ou de Watson-Jones dans les pays anglo-saxons, où on utilise le cours fibulaire, non pas comme un élément qui remplace le faisceau antérieur et le faisceau moyen, mais comme un élément de ténodèse, entraînant tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui de proprioception et d'arthrose. Alors, au final, toutes ces techniques chirurgicales peuvent être réalisées la plupart du temps, bien sûr, à ciel ouvert. Certaines, elles ont été exposées ou elles le seront et de plus en plus par technique assistance arthroscopique ou arthroscopie pure. Le problème étant de toute façon la qualité des résultats à long terme, en termes de stabilité, en termes d'arthrose, ça sera probablement un élément à la fin qui permettra de faire la décision sur les techniques chirurgicales recommandables. Alors, la technique que je vais vous proposer, qui est celle que j'utilise aujourd'hui dans plus de 90% des cas de laxité chronique de cheville, de ligamentoplastie, c'est la réinsertion anatomique des faisceaux originels du patient, LTFA, LCF à la demande, un ligament calcanéo-fibulaire, et puis on va créer à partir du rétinaculum des extenseurs ou frondiforme un nouveau ligament qui va rester pédiculé sur le calcanéus, qui va ensuite être inséré avec les faisceaux originels du patient dans la malléole fibulaire et qui dès lors va être un nouveau ligament à la fois stabilisant la soutalienne et la tibiotalienne. Et ça, c'est un élément intéressant puisqu'on connaît le rôle majeur de la soutalienne dans l'équilibre proprioceptif. Et donc ce ligament va avoir finalement une double fonction, renforcer les ligaments originels du patient et puis en plus amener une stabilisation complémentaire à la soutalienne. Alors, la voie d'abord est une voie d'abord antérolatérale, centrée sur la malléole latérale. Elle est au-dessus du sinus du tarse, elle passe sur le coup de pied et on expose ainsi parfaitement la malléole latérale. Ensuite, je réalise un lambeau de périoste pour pouvoir bien dégager la partie postérieure de la malléole fibulaire, puisque vous verrez que ça aura aussi son importance. Et de plus, ce lambeau de périoste que j'ai rabattu vers l'arrière permettra ensuite, par sa réinsertion
sur la capsule articulaire, d'amener un renfort supplémentaire à la capsule. On réalise ensuite une arthrotomie antéro-latérale et au niveau de la pointe de la malléole. Ensuite, en repoussant les fibulaires, on va isoler le ligament calcanéo-fibulaire, dont on voit ici la tension. Là, ici, on a le ligament tibio-fibulaire antérieur, et puis tout en avant, la capsule que j'ai entre mes pinces ici. Cette capsulotomie permet de vérifier l'état du cartilage, ce qui est quand même intéressant. Et vous voyez ici, au final, lorsqu'on a fini la dissection, on a mis en évidence le ligament tibio-fibulaire antérieur et calcanéo-fibulaire. Ensuite, on va mettre en place des ancres qui vont permettre la réinsertion de ces ligaments originels. Une ancre pour la capsule, qui est mise en place ici. Une deuxième ancre en bas, au niveau de la pointe de la malléole fibulaire, qui permettra la réinsertion et du faisceau antérieur et du faisceau moyen, puisque vous savez que le faisceau antérieur et le faisceau moyen, en fait, ont le même site d'insertion au niveau de la pointe de la malléole fibulaire. Ensuite, on va créer donc à partir du ligament frondiforme un lambeau. Vous voyez ici donc ce lambeau qui est levé, on voit apparaître dessous les tendons extenseurs. Le danger évidemment c'est de couper ces tendons extenseurs, il faut y aller doucement, et on le dissèque jusqu'à son insertion sur le calcaneus. Ensuite on le prépare pour qu'il soit un petit peu plus renforcé, on le calibre pour savoir quel est son calibre, si c'est 4 mm, 5 mm, afin de pouvoir ensuite adapter le tunnel de réinsertion. Et comme le petit encart montré sur la partie haute de la diapositive, il faut bien sûr faire attention dans cette dissection sous-cutanée aux éléments neurologiques. Donc ce lambeau est prélevé. Entre l'insertion des deux encres, je vais créer un tunnel adapté à la taille de mon lambeau. Et ensuite, ce tunnel va servir au passage de mon transplant. Je fais une moucheture dans la capsule pour que mon transplant soit le plus proche possible des structures osseuses, comme l'est un ligament. Voilà, il passe ensuite, grâce à un petit passe-fil, bon, ça ce sont des artifices techniques que l'on a pour gagner du temps. Et donc on va passer donc ce ligament, ce nouveau ligament dans ce tunnel. Voilà, tout le monde est en place. Pour l'instant, rien n'est fixé, la capsule n'est pas fixée, le lambeau n'est pas fixé. Là, on va donc, à partir de l'ancre inférieure, charger le faisceau moyen, le LCF, charger le faisceau antérieur, le LTFA, une ancre, deux aiguilles, une aiguille, un faisceau ligamentaire, là la capsule, tout le monde est prêt à être réinséré. On va positionner le pied donc en position neutre, pas de surtension, position neutre dans tous les plans, ni varus ni valgus. Et puis ensuite, on va donc, une fois les ligaments réinsérés, on va finaliser la réinsertion de mon ligament frondiforme par une vis d'interférence comme on le fait dans le genou. Et après on vérifie la tension de ce néoligament. Ensuite on va réinsérer le lambeau de Périos à la capsule, ce qui va faire un renfort supplémentaire à la capsule articulaire. Et puis on va ensuite fermer le site de prélèvement du frondiforme, qui va donc fermer le sinus du tarse, qui va être donc aussi un élément de renfort supplémentaire de la soutalienne. Donc pourquoi le frondiforme comme renfort? D'abord pour ne plus utiliser le cours fibulaire latéral. Je pense qu'aujourd'hui le cours fibulaire latéral, donc en France les techniques de Castin ou d'Amy Castin, ou d'Evans ou de Watson-John outre-Atlantique ou dans les pays anglo-saxons, conduit aujourd'hui dans toutes les séries de la littérature au plus mauvais résultat à long terme, avec raideur, perte de proprioception et au final arthrose. Vous voyez ici un cas typique d'arthrose valgisante, la cheville est totalement bloquée, la sous-salienne a perdu sa proprioception, la tibiothalène a perdu sa proprioception et elle a gagné de l'arthrose. Donc finalement c'est la double peine, il y a la raideur et il y a l'arthrose, et finalement c'est encore plus instable qu'avant puisque vous savez que trop de stabilité nuit à la stabilité. Et de nombreuses séries de la littérature ont confirmé tout cela. Et même partiellement, en utilisant le cours fibulaire, c'est-à-dire les Castin, bien là encore, une série récente de la littérature a montré la faiblesse au long terme de l'utilisation de cette technique. Donc il faut, si possible, lorsqu'on fait une ligamentoplastie de cheville, préserver le cours fibulaire, qui est un éverseur si indispensable à l'amélioration de la proprioception. Alors, il y a des variations par rapport au Gould. Vous voyez, sur la partie haute et droite, le Gould, c'est uniquement la réinsertion de la partie haute du ligament frondiforme à la malléole fibulaire.
et ça entraîne, dans un certain nombre de séries de la littérature, des limitations de la flexion plantaire. Alors qu'en fait, avec le lambeau, le ligament tel que je le crée à partir du lambeau, il est totalement indépendant du ligament frondiforme lui-même. Il n'a donc pas de limitation de la flexion plantaire. Et par ailleurs, le fait d'avoir créé ce néoligament qui va ponter la soutalienne, on va améliorer la stabilité de la soutalienne. Alors, l'utilisation de cette technique, c'est aussi parce que les résultats cliniques que l'on a publiés sont très positifs. Nous avons publié donc en 2012 une série de 150 cas avec 11 ans de recul moyen, donc un très très long recul. On utilisait fidèlement la technique que je viens de vous décrire et il n'y avait pas de raideur de la soutalienne et pas de une laxité post-opératoire assez basse et surtout pas d'arthrose. Et ça, c'est un message fort, pas d'arthrose ou à peine 3%. La place actuelle de l'arthroscopie de la cheville, c'est un sujet, je crois, qui vous a été exposé précédemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arthroscopie, on peut faire des reconstructions anatomiques, telles le Brostrom Gould. Malheureusement, on ne peut pas encore faire de l'embrode frondiforme parce que la dissection arthroscopique n'est pas simple. Et un certain nombre de publications rapportant les résultats du Brostrom et du Brostrom Gould ont été faites récemment dans la littérature. On peut utiliser des substitutions anatomiques quand les ligaments sont totalement impropres à la réinsertion, que je ne peux pas donc faire ma technique. Je vais donc utiliser le gracilis, par exemple, et ce gracilis peut être fait à la fois à ciel ouvert ou sous arthroscopie. Et je participe d'ailleurs aux travaux d'un groupe international qui s'appelle l'Ankle Instability Group et qui va avoir son premier congrès l'année prochaine en 2017 à Bordeaux. Et puis on peut aussi faire tout en un temps. C'est vrai que l'arthroscopie permet pour certains de faire le bilan. Je pense qu'on peut faire aussi bien sans être aussi agressif que par une arthroscopie en faisant un bilan paraclinique classique. On peut bien sûr traiter les lésions associées, mais de temps en temps on peut les traiter à ciel ouvert, et on peut bien sûr faire la réparation ligamentaire, en tout cas dans une certaine mesure. Le problème en tout cas aujourd'hui de l'arthroscopie, mais ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle est jeune dans l'utilisation dans les ligamentoplasties, c'est qu'on n'a pas de visibilité au long terme. Est-ce que l'arthroscopie, en utilisant ces techniques-là, fera aussi bien que les techniques à ciel ouvert telles que je vous les ai rapportées? Alors le rôle de la rééducation post-opératoire, il est bien sûr fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, les plateaux de Freeman, en tout cas la méthode de Freeman 1965, ça reste des choses qui sont, à mon avis, qui sont devenues inadaptées. La cible cheville, en fait, est peu atteinte, alors que c'est le genou qui est sensiblement atteint. Technologie de Hubert s'approche un petit peu d'une meilleure appréciation de la cheville, mais ça reste encore insuffisant. Et puis, c'est pas parce que je suis dans les murs de Sévres Santé et de Miolux, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que la notion des mécanismes d'anticipation et de la préactivation musculaire avec l'orthèse de rééducation Miolux doit être un complément indispensable. D'ailleurs, un travail est en cours là-dessus pour mettre en évidence les résultats de cette technologie et de cette technique de rééducation dans les suites d'une ligamentoplastie. Alors, je terminerai par quelques recommandations. D'abord, c'est que la chirurgie précoce des laxités, dès lors que les traitements médicaux n'ont pas endigué le concept de l'instabilité, que donc l'instabilité persiste parce que le patient a une laxité, et bien je crois qu'aujourd'hui, cette chirurgie précoce permet le traitement des lésions associées, permet le traitement des LODA et va donc être vraiment le rempart contre l'arthrose. Il ne faut plus utiliser les reconstructions non anatomiques en utilisant le cours fibulaire parce que ça conduit à des catastrophes à la fois fonctionnelles et radiologiques. L'indication de choix, c'est l'utilisation du ligament frondiforme et si possible, la technique que je vous ai exposée parce qu'elle a quand même des différences sensibles par rapport à la technique classique de Gould. Et puis lorsque les ligaments ne sont absolument plus utilisables, eh bien il faut savoir reconstruire de façon anatomique en utilisant le gracilis, mais je vous dis aujourd'hui ça représente moins de 10% de mon activité. Les techniques arthroscopiques sont en devenir et je pense qu'elles méritent d'être publiées avec des résultats à long terme. Je crois que le principal problème, c'est de ne plus arriver à ce stade-là, qui est un stade d'échec, un aveu d'échec. On a laissé s'installer l'instabilité, on a laissé s'installer la laxité, et la cheville est totalement détruite. Et puis, je terminerai par une petite publicité. On a regroupé bon nombre d'éléments que je vous ai exposés ce soir, et bien d'autres encore, dans un livre qu'on a publié avec mon ami le professeur Mabi de Limoges, et vous pouvez retrouver aussi ces éléments-là dans ce livre. Je vous remercie pour votre attention. Et j'attends bien sûr vos questions. Voilà, merci Yves pour le rattrapage de timing presque, très bien opéré. Les vidéos ont bien fonctionné.
Ça a rattrapé un petit peu le départ. J'avais oublié du coup dans la tourmente de vous préciser que vous pouviez poser des questions par écrit tout au long de la présentation, mais j'ai l'impression qu'il y a des habitués qui étaient déjà au courant. Pour les autres, n'hésitez pas du tout à poser vos questions. Dès lors, je vais les relayer au professeur Tourné sans problème. Alors, il y a Sylvain qui a eu des problèmes de son a priori. Alors, ça n'a pas été relayé par d'autres personnes et moi, j'étais en retour sur un autre ordinateur où a priori ça fonctionnait. Donc, à moins qu'il y en ait d'autres qui nous confirment cette problématique, il semblerait que ce soit plutôt un problème de réception. Alors on s'en excuse. Quoi qu'il en soit, cette session a été enregistrée et on vous fera passer un lien pour revisualiser la présentation avec le son qui devrait fonctionner s'il n'y a pas de problème particulier. Une question de Sylvain plus qu'une remarque cette fois-ci. Après capsulotomie, quel délai de repos pour que l'articulation redevienne étanche entre guillemets? Alors la capsulotomie, ou en tout cas les ligaments aujourd'hui, on peut considérer qu'ils sont propres à un certain étirement, bien sûr dans les limites du raisonnable, après 3 semaines. Donc ça, voilà, aujourd'hui, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une tendance à diminuer l'immobilisation plâtrée, qui jusque-là était de 6 semaines, et je vais essayer de démarrer un travail comparatif justement pour diminuer les temps d'immobilisation et pour commencer à rééduquer les chevilles à 3 semaines, bien sûr en ne privilégiant que la flexion-extension et bien sûr pas les éléments latéraux, hein, pour préserver bien sûr les ligaments, mais ne pas faire de varus. Mais donc après 3 semaines, les ligaments commencent à être cicatrisés. Alors toujours Sylvain, quels sont les délais de récupération marche-sport dans le protocole de rééducation? On a eu un début de réponse dans ce qui vient d'être dit. Alors, si je me fie pour l'instant à mon immobilisation plâtrée, mes patients sont en charge au bout de 15 jours. Alors pourquoi 15 jours? Parce qu'en fait, je les plâtre pendant 15 jours pour assurer la cicatrisation de la peau, hein, puisque vous savez que tant que la peau n'est pas cicatrisée, je pense que vous, kinésithérapeute, ne pourrez pas intervenir de façon efficace sur ces patients, hein, s'il y a des problèmes cutanés. Et donc 15 jours, au bout de 15 jours, il n'y a pas eu d'ulcération de la peau est cicatrisée, je mets en place une botte de marche qui pourra éventuellement, je vous dis, être allégée dans les mois à venir en fonction du ressenti que j'aurai. Donc au bout de 15 jours, on peut être en appui. Les sports, c'est fonction du type de sport. Aujourd'hui, moi je recommande aux patients, bien sûr en rapport avec le feedback que j'aurai du kinésithérapeute. Aujourd'hui, c'est 3 mois pour refaire du vélo, 4 mois pour refaire de la course à pied en terrain plat, 5 mois pour refaire de la course à pied en terrain accidenté, pour faire du tennis, pour faire du squash, et 6 mois, donc un peu plus tôt que pour la ligamentoplastie du genou, 6 mois pour tout ce que sont les sports pivot contact, comme le foot, le rugby, le hand et le basket. Merci. Alors Yannick qui nous pose une question. Y a-t-il un âge limite pour une ligamentoplastie de cheville? Alors, je ne sais pas si c'est limite basse ou haute. Alors, il n'y a pas de limite basse, puisque dans notre livre, hein, donc, que je vous recommande de lire, non, je plaisante, j'ai fait intervenir un chirurgien pédiatre, et je pensais effectivement qu'il pouvait y avoir, à cause des cartilages de croissance, etc., certains inconvénients. Et en fait, non, parce que si l'on reste bien dans l'épiphyse, eh bien, on peut faire tout notre système de réinsertion sans avoir de dommages pour la plaque de croissance. Ensuite, le dogme comme quoi le pelage du périos pouvait entraîner des calcifications est totalement faux. Il y a une publication récente pédiatrique qui a montré qu'il n'y avait pas de problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, dès lors qu'il y a une gêne vraie, notamment chez des sportifs qui sont de plus en plus jeunes, et de sportifs de haut niveau de plus en plus jeunes, et qui sont gênés par un problème de laxité, je crois qu'on est en droit, même s'ils n'ont pas fini leur croissance, de leur proposer une stabilisation chirurgicale avec les mêmes règles de fonctionnement que chez l'adulte. Et y a-t-il une borne haute?
Je dirais c'est tout le problème. Souvent la borne haute, elle est dépassée d'elle-même, c'est-à-dire que un sujet qui va attendre 20 ans avant de se faire opérer, il va avoir une arthrose. Et donc à ce moment-là, le débat ne sera plus celui de ses lésions ligamentaires, mais sera celui des conséquences de ces lésions ligamentaires. Par contre, effectivement, s'il y a une laxité de cheville avec un cartilage qui est sain, même à 60 ans, sur un sportif de bon niveau, dès lors que l'arthrose cannaire et l'IRM ne montrent aucun problème de cartilage, eh bien, on pourra proposer une ligamentoplastie de cheville sans induire, chose que l'on peut faire lorsqu'on fait une ligamentoplastie du genou, sans induire de chondropathie galopante après la ligamentoplastie de cheville. Voilà, une réponse bien complète. Johan, bonjour, quel avantage a votre type de réparation versus celui du gracilis? Alors, je pense qu'il s'adresse à deux populations différentes. La première, ma technique, c'est 90% des patients que je vois et qui sont éligibles à une réparation ligamentaire avec un renfort parce que les ligaments, même fatigués, sont encore propres à la réinsertion. Et puis, lorsque ces ligaments ont disparu, sont de mauvaise qualité, tant par le bilan clinique que par l'IRM, à ce moment-là, le patient est prévenu que, bon, ma dernière expertise sera durant l'intervention, c'est-à-dire de mes yeux, je verrai la qualité des ligaments, et si cette qualité ligamentaire est vraiment très mauvaise, comme le laisse supposer l'IRM préopératoire, ce patient aura une greffe avec le gracilis. Donc c'est deux populations différentes. L'une, les ligaments sont encore bons, il faut les utiliser et les renforcer. L'autre, il n'y a plus de ligaments ou ils sont très mauvais, il faut les remplacer. Mais pas avec le cours fibulaire, avec le gracilis et faire une reconstruction anatomique. Encore une réponse très claire. Guillaume, donc à partir de quel âge opérez-vous une cheville instable? Je pense que la réponse a été apportée dans le cadre de la question de Yannick précédemment. Andrea qui nous dit question posée par Sylvain, super. Alors on pourra peut-être demander à Andrea de préciser si c'est la question ou Sylvain qui est super, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à dire. De nouveau Sylvain qui nous remercie pour le futur lien. Je me suis perdu tout seul. Qui nous remercie pour le futur lien et qui remercie Yves Tourné pour sa présentation qu'il qualifie d'excellente. Merci Sylvain. Et donc, Bettina, que pensez-vous de la cryothérapie en termes de traitement pour la ligamentoplastie de cheville? Je pense que le froid, pour parler donc chirurgicalement, la cryothérapie, effectivement, est un élément important. Je pense qu'avec l'utilisation de la Game Ready, par exemple, aujourd'hui, ça fait partie de l'arsenal de rééducation qu'ont les kinés avec qui je travaille, parce qu'effectivement, après la phase de cicatrisation, eh bien, pour que la cheville puisse retravailler sa proprioception, il faut qu'elle soit le moins douloureuse possible, ou après avoir travaillé, elle chauffe un peu, elle est parfois un petit peu inflammatoire, la cryothérapie est un élément incontournable de l'arsenal thérapeutique dont vous devez disposer. Sylvain, de nouveau, quel est le délai d'hospitalisation pour cette chirurgie? Alors ça dépend du cerveau du patient. Lorsque j'ai des patients que vous connaissez tous aussi, parce qu'on a les mêmes, on traite les mêmes, je pense que sur un patient compliant, ça peut se faire en ambulatoire, puisque moi, les plates que je mets sont fondues, donc ils sont no risque. Après, si j'ai un doute, je garde les patients une nuit. Johan, qu'en est-il des lésions sur entorse du médio-pied? Alors, c'est bien sûr pas le but du Chopard. Donc, je pense que les entorses du médio-pied, il y a les entorses de Chopard, il y a les entorses du Lisfranc. Donc, je pense que c'est souvent il peut y avoir des instabilités. Il peut y avoir des instabilités, mais qui sont bien plus difficiles à mettre en évidence parce qu'on a affaire à des articulations qui ont moins de débattement. Alors, si on parle du Chopard, à ce moment-là, on peut avoir effectivement des entorses au niveau du spring ligament, et donc ça fait partie de ces lésions ligamentaires associées. Si on est dans des entorses plutôt du médio-pied, où là c'est des articulations qui ont des débattements plus faibles, eh bien là il est difficile de mettre en évidence une instabilité. Parfois on peut faire des clichés dynamiques. Après ce sont les lésions IRM qui vont montrer les lésions ligamentaires, et il m'est arrivé quelquefois de réaliser des stabilisations, soit en utilisant les ligaments du patient, quand ils étaient encore présents, soit d'utiliser des ligaments dits artificiels
hein, comme les fiber tape, qu'on peut utiliser aussi pour réparer le spring ligament. Mais c'est vrai que ce sont des entorses qui sont plus rares, et elles sont essentiellement des entorses douloureuses. Alors, question de Karl, y a-t-il des difficultés à récupérer la flexion dorsale avec votre technique? Comme toutes les techniques chirurgicales, ou je dirais même comme toutes les instabilités, hein, et c'est pas aux partisans de Myolux que je dirais ça, puisqu'ils ont travaillé pas mal la question. Je pense que la récupération de la flexion dorsale est la première étape, puisqu'il y a souvent une subluxation antérieure du talus dans la mortaise à cause justement de la faiblesse ligamentaire. Je dirais que la récupération de la flexion dorsale, elle n'est pas plus difficile après cette technique-là qu'après un problème d'instabilité en lui-même. Je pense que les éléments qui sont importants dans la récupération de la flexion dorsale, c'est bien sûr les problèmes inflammatoires antérieurs, et c'est dès lors qu'il n'y a plus de syndrome d'interposition antérieure, parce qu'il n'y a plus d'inflammation, parce qu'on a réparé le faisceau antérieur. Donc là, on a déjà un élément qui va améliorer la flexion dorsale, enfin qui est un garant d'une amélioration de la flexion dorsale. Le deuxième élément, c'est la rétraction du triceps, et je pense que là, on a tendance à ne pas y penser, mais la rétraction du triceps, notamment chez le sujet sportif hyper entraîné et hyper musclé, est un problème majeur dans l'instabilité, parce qu'il est un élément, et je vous en ai parlé dans mon bilan préopératoire, l'évaluation de la raideur du système suroaquiloplantaire, qui est donc un élément qui va limiter la flexion dorsale, est un élément important, et le stretching est un élément fondamental aussi dans la récupération de cette flexion dorsale. Loïc, alors je vais peut-être commencer une partie de réponse sur Loïc, et puis avant de passer la parole bien sûr à l'orateur principal de ce soir. Loïc qui nous dit: bien content d'entendre que le plateau Triman est obsolète, pensez aussi aux proprio-foot qui permettent de dissocier l'avant et l'arrière-pied en ciblant parfaitement la cheville et le pied. Alors, les travaux, on fait des webinaires complètement dédiés à ces questions-là, le ciblage proprioceptif de la cheville, mais aussi le renforcement en charge des éverseurs, mais aussi le travail dynamique pour générer l'anticipation, la proactivation musculaire. Clairement, le seul modèle de situation instable qui a prouvé qu'on ciblait la cheville, c'est d'avoir un ancrage métatarsien et une déstabilisation de l'arrière-pied. Si on déstabilise l'ensemble du pied, bien évidemment, déjà, on ne dissocie pas avant-arrière-pied et on n'a plus d'efficacité mécanique pour s'équilibrer. Donc, clairement, sur le travail proprioceptif, proprio-foot, c'est tout à fait adapté, tout autant que Myolux peut l'être dans certains aspects. Là où Myolux essaye de se différencier, pour parler de technique, c'est le renforcement en charge sur l'amplitude complète, en excentrique comme en concentrique, et puis le travail dynamique à la marche pour générer de la proactivation. Mais encore une fois, c'est pas l'objet de ce soir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les autres sessions qui sont programmées, qui sont dédiées à ces questions. Mais en tout cas, moi je peux être que 100% d'accord avec votre commentaire sur le ciblage proprioceptif avec proprio-foot et notamment la dissociation avant-arrière-pied. Je ne sais pas si Yves a quelque chose à rajouter là-dessus. Absolument pas, et je suis tout à fait d'accord sur tes remarques, parce elles émanent de quelqu'un qui est plus spécialisé là-dedans que moi. Alors, Yannick, de nouveau, la chirurgie des tendinopathies fissulaires du court péronnier est-elle souvent associée à une ligamentoplastie de cheville? Alors, je dirais les choses autrement, mais ça revient à la même chose. Je dirais qu'il faut chercher, notamment lorsqu'on a des phénomènes douloureux qui apparaissent chez un patient que l'on sait instable parce que l'axe, il est important de chercher si ces phénomènes douloureux ne sont pas dus à une ténopathie fissuraire du court fibulaire, qui est donc une des lésions fréquentes dues à la chronicité. Donc, la réponse est oui, les tendinopathies existent associées à une laxité. Faut-il les traiter? Bien sûr que oui, parce que là encore, ça a été une publication dans les années 2000 sur les douleurs post-ligamentoplastie, parce qu'on avait oublié qu'il y avait une ténosynovite du court fibulaire. Donc, il faut tout traiter pour ne pas avoir un échec, ou en tout cas un demi-succès. Donc, il m'arrive de temps en temps, lorsque mon bilan préopératoire montre qu'il y a une ténosynovite fissuraire, de traiter dans le même temps chirurgical la cause, c'est-à-dire la suffisance ligamentaire, la conséquence, c'est-à-dire le court fibulaire. Et donc je répare la ténosynovite. Et j'ajouterai que, là encore, ces ténosynovites du court fibulaire
dans les contextes de laxité, sont souvent associés à une cause supplémentaire d'instabilité qui est le varus de l'arrière-pied. Puisque vous savez qu'on peut voir d'authentiques ténosynovites du cours fibulaire sans laxité de cheville, mais avec une instabilité de cheville due à un varus postural positionnel du calcaneus. Moi, c'est à mon tour d'avoir rien à ajouter sur cette question-là et plein d'autres. Victor, ne devrait-on pas privilégier des ports de chaussures de course avec une faible épaisseur pour être préventif? Alors là, je sais pas qui est le plus spécialiste. Moi, ce qui me vient, alors je prends la parole. Bien sûr qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On n'invente pas le sujet. Je crois pas que c'est un objectif d'arriver à la chirurgie. Quand on arrive, c'est qu'il n'y a pas d'autres solutions. Après, les techniques préventives les plus adaptées, c'est là que la question se pose. Du côté du groupe de recherche auquel je suis intégré, on pense que ce qui est surtout important, c'est d'avoir des paramètres fonctionnels les plus efficaces possibles, donc une acuité proprioceptive adaptée, une force des éverseurs adaptée et une capacité dans les activités locomotrices à les activer au bon moment pour pouvoir protéger l'articulation. Et puis après, il y a d'autres facteurs anatomiques comme le varus d'arrière-pied ou autres qui exposent d'autant plus à la problématique. Sur le cas de chaussures à faible épaisseur, je ne sais pas si vous évoquez les chaussures minimalistes ou autres. Le débat est loin d'être tranché là-dessus. Par contre, c'est aussi, c'est surtout sur des pathologies encore autres que les instabilités de cheville qu'il y a des choses sur les problématiques de périostite ou autres qui peut y avoir des problématiques. Mais je pense que pour le coup, on n'est ni l'un ni l'autre hyper spécialiste sur le sujet. Je sais pas si. Ah oui, donc je n'ai pas de choses intéressantes à dire. Parfait. Donc, Johan, c'est la dernière question qu'on a pour le moment. On va encore peut-être en prendre une ou deux jusqu'à, on va se laisser jusqu'à 21h05 pour pas bloquer trop de monde. Pour le moment, la dernière qui est posée à cette heure, c'est celle de Johan. Qu'en pensez-vous à une intervention sur une lésion de la syndesmose tibiofibulaire? Alors, je dirais qu'il faut y penser le plus tôt possible. C'est-à-dire que, à la différence des lésions ligamentaires de la cheville, les lésions ligamentaires latérales de la cheville, pour lesquelles il n'y a jamais d'urgence à les opérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça doit être le traitement ou fonctionnel ou orthopédique qui doit prévaloir dans les entorses fraîches du ligament latéral de la cheville, parce que dans bon nombre des cas, elles cicatrisent, et que le traitement chirurgical chronique, tel que je vous l'ai exposé, marche plutôt pas mal. Par contre, dans les lésions de la syndesmose, aujourd'hui, les lésions de la syndesmose peuvent cicatriser, sauf si elles sont importantes. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsqu'on se fait une lésion de la syndesmose, on peut se faire une lésion du faisceau antérieur, on peut se faire une lésion du faisceau postérieur, on peut se faire une lésion de la membrane interosseuse. Il y a donc une gradation, et plus le nombre de ligaments intervient, plus la syndesmose a un risque de devenir instable. Et donc, en aigu, c'est-à-dire en urgence, eh bien, il faut savoir proposer un acte chirurgical qui va consister à une syndesmodèse simple, c'est-à-dire qu'on va bloquer temporairement le tibia par rapport à la fibula, éventuellement avec une suture du faisceau antérieur s'il existe, si on la met anatomiquement en évidence, et le bilan préopératoire, le bilan préthérapeutique doit comporter une IRM qui va donc voir si lesquels faisceaux sont abîmés. Si le faisceau antérieur est seul abîmé, on peut considérer que une immobilisation simple suffira. Si le faisceau antérieur, la membrane interosseuse, ou le faisceau antérieur, la membrane interosseuse et le faisceau postérieur sont abîmés, on sait que ces lésions de la syndesmose vont évoluer vers une instabilité chronique. Aujourd'hui, moi j'utilise un scanner en stress, c'est-à-dire que le patient fait une forte flexion dorsale avec une rotation et on mesure l'écart entre la fibula et le tibia, et si cet écart est significatif d'un côté par rapport à l'autre, c'est un critère opératoire. D'autres ont proposé pour les lésions aiguës de la syndesmose de faire un bilan arthroscopique, et donc si
on arrive à introduire le bout d'un palpateur par arthroscopie entre le tibia et la fibula, ça veut dire qu'on a un diastasis qui est supérieur à 2 mm, puisque c'est la taille de la partie horizontale du palpateur, et à ce moment-là, c'est une indication de stabilisation. Quoi qu'il en soit, si on a l'intime conviction qu'on a affaire à une lésion aiguë qui va évoluer vers l'instabilité parce qu'il y a plusieurs ligaments d'abîmés, il faut la réparer en urgence. Parce que, en chronique, la stabilisation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourde et beaucoup plus aléatoire, à la différence de la réparation du ligament latéral de la cheville. Donc, oui, il faut savoir opérer en urgence les lésions de la syndesmose. Allez, les 3 dernières questions, dont la dernière a été posée à 21h05. 4 dernières. Ah bah non, merci Nicolas, c'est pas une question. Donc, Karl, encouragez-vous une rééducation préopératoire? Ah, bien évidemment, puisque la chirurgie ne se pose qu'en dernier recours. Et donc, après, il ne faut pas s'obstiner non plus dans la rééducation préopératoire. Alors, soit c'est votre question, c'est est-ce qu'on encourage une rééducation pour éviter l'intervention, ou est-ce que votre question, c'est on encourage une rééducation pour mieux préparer l'intervention? Dans les deux cas, la réponse est oui, parce que si le patient a eu peu de rééducation, notamment les nouvelles technologies de rééducation de préactivation musculaire, oui, il faut tenter cela avant de dire c'est bon, ça marche pas, il faut opérer. Si par contre, vous avez décidé que ce patient devait être opéré, eh bien il est clair que dans la mesure où il va avoir une immobilisation post-opératoire d'au moins 3 semaines, parfois 6, eh bien si vous avez travaillé sur ces fibulaires, si vous avez renforcé ces fibulaires, eh bien ça sera autant de gagné pour le post-opératoire. Parfait, donc là on va traiter les questions qui sont posées à l'heure actuelle. S'il y en a d'autres qui vous viennent, vous aurez l'occasion de les poser par mail, mais on n'ira pas beaucoup plus loin que ça pour respecter un peu le timing, même si on n'a pas été très bon nous-mêmes au départ. Johan, quel test vous amène au diagnostic, sachant que la non-validité des tests cliniques, quand on sait que classiquement il n'y a pas d'examen prévu? Voilà, c'est du textuel. Alors, en fait, ça reprend un petit peu mes diapositives du début, hein, où j'ai fait tout le diagnostic. Sur la syndesmose, il précise. Sur la syndesmose, pardon. Eh bien, donc, cliniquement, c'est une entorse dite haute, hein, c'est the high sprain des anglo-saxons. Donc, les douleurs sont au-dessus de l'interligne tibio-fibulo-talien. Ensuite, j'utilise le squeeze test, hein, c'est-à-dire que j'empaume très fort la fibula et le tibia, je les serre entre mes deux mains et j'examine le patient en jambe pendante, donc la pointe de son pied est sur mon genou et je relève le genou pour mettre en forte flexion dorsale, puisque vous savez qu'en forte flexion dorsale, c'est là où le talus est le plus large. Et donc si j'empêche ce talus de remonter parce que je serre, ça va déclencher une douleur si les ligaments sont abîmés. Après, il y a des tests de rotation, hein, jambe pendante, hein, où là encore, je fais une rotation externe, ce qui fait que le talus va venir pousser sur la fibula, et si la fibula est mal amarrée au tibia, ça va déclencher là encore une douleur. Donc, rotation latérale, flexion dorsale, parfois rotation médiale, flexion dorsale, et puis ensuite, cliniquement, on peut aussi, lorsqu'on a vraiment une instabilité importante, en prenant la fibula, et on arrive à retrouver une mobilité anormale entre la fibula et le tibia. Et puis, l'IRM ensuite est un examen de choix parce qu'on va tout voir, faisceau antérieur, faisceau moyen, membrane interosseuse. Et puis ensuite, pour savoir si ces lésions purement ligamentaires sont à l'origine d'une instabilité qu'on aurait eu du mal à dépister cliniquement, eh bien, je vous dis, ce scanner coupe horizontale, flexion dorsale faite par ce patient lui-même, hein, il se met une écharpe au bout de son pied et il tire très fort en flexion dorsale avec une petite rotation externe et on mesure ensuite de façon comparative la distance entre le tibia et la fibula et en fonction de l'écart qu'il y a, eh bien, il y a une instabilité ou il n'y en a pas. Merci beaucoup. Nicolas, y a-t-il des chirurgiens sur Lyon qui utilisent cette ligamentoplastie? Donc j'imagine. Écoutez, oui, je pense qu'il y a des chirurgiens sur Lyon, il y a des chirurgiens à la clinique du Parc, hein, qui utilisent cette technique. Je pense qu'il y a d'autres chirurgiens sur d'autres cliniques dont je ne me rappelle pas les noms, mais qui sont des anciens grenoblois et qui ont donc été conquis et séduits par cette technique. Donc oui. Et puis au-delà, hein, puisqu'il y a, je pense que sur toute la région Rhône-Alpes,
ayant pris mon bâton de pèlerin pour à droite à gauche parler de cette technique chirurgicale aujourd'hui, et puis plus les publications quand même de niveau international qu'on a pu produire, aujourd'hui cette technique elle se fait pas seulement en France, elle se fait aussi dans d'autres pays anglo-saxons. Voilà. Nicolas nous remerciait même avant la fin de la question, et on va prendre la fin de la réponse, pardon. On va prendre la dernière question de Yannick. Du coup, syndesmose avec vis et où et un mot que je connais même pas. Alors, effectivement, c'est ce que j'utilise, hein, c'est le tight rope, hein, c'est-à-dire le fil tendu, le câble tendu. Donc effectivement, lorsqu'on a des lésions isolées ligamentaires, hein, c'est-à-dire on ne parle pas de lésions de la syndesmose associées aux fractures bimalléolaires, puisque c'est lorsque le mécanisme de rotation qui conduit à la lésion ligamentaire va au-delà, notamment avec une grosse énergie cinétique, ça fait partie des classiques fractures bi- ou trimalléolaires. Là, on se place dans des sports comme le rugby. Hein. Le rugby est aujourd'hui, pour moi, le sport le plus pourvoyeur de lésions isolées de la syndesmose. J'ai la chance de, si je puis dire, de m'occuper un petit peu des chevilles du FCG. Aujourd'hui, je crois, en 3 ans, j'ai dû opérer 15 lésions de la syndesmose chez des pros, chez des professionnels. Hein. Donc sur 3 saisons, 15 professionnels ont eu des lésions aiguës, gênantes de la syndesmose. Donc aujourd'hui, c'est une lésion presque élective du rugby. Et donc, la stabilisation peut se faire par vis, peut se faire par broche, mais le système du tight rope est un système très élégant parce qu'il est très efficace, il est très résistant, il est élastique et on n'a pas ces classiques ruptures de vis que l'on avait lorsque la syndesmose reprenait son élasticité. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est le tight rope. En fonction du gabarit, sur le rugbyman, j'en mets 2. Sur la danseuse classique, j'en mettrai qu'un. Mais voilà, donc faut se méfier parfois de l'eau qui dort, mais grosso modo, le tight rope, c'est un élément intéressant de traitement en urgence ou de protection en chronique des lésions de la syndesmose. Oh, Yannick, je soupçonne que c'était un piège pour tester mon accent anglais. Je suis pas tombé dedans, je suis bien content. Karl et Gaël nous remercient pour la présentation. On remercie surtout Yves pour la présentation. On les remercie à notre tour. Et voilà, c'est 21h10 passé. On a rattrapé les petites 10 minutes, 10-15 minutes de retard au départ. C'est à notre tour de vous remercier d'avoir été aussi nombreux présents ce soir. Et puis en fonction des retours qu'il y aura, peut-être qu'on sera amené à faire encore avec Yves des interventions sur des thématiques peut-être un peu différentes ou des sessions nouvelles sur celle-ci. Si jamais vous en parlez sur cette thématique-là, si jamais vous en parlez autour de vous et qu'il s'avère qu'il y a une demande importante. Encore une fois, s'il y a des questions qui vous viennent à retardement, n'hésitez pas à nous en faire part et à nous les poser par mail. On les relaiera à Yves dans la mesure du possible. Yannick, j'ai eu un petit blanc parce qu'il y a une nouvelle question qui revenait. C'est Yannick qui nous demande si le topo est retransmis prochainement. Donc comme je disais, je crois à Nicolas à un moment donné ou à quelqu'un d'autre. Oui, c'est une présentation qui a été enregistrée. Donc si on n'a pas de soucis techniques, je prends des pincettes eu égard au démarrage de cette soirée. Si on n'a pas de soucis techniques, c'est quelque chose qui vous sera transmis dans les jours à venir, soit d'ici la fin de la semaine, soit tout début de semaine prochaine. Voilà, merci encore à tous. Vous allez avoir comme d'habitude un petit questionnaire là qui vous prend une dizaine de secondes. Merci d'avance de le remplir, c'est ce qui nous permet d'essayer d'identifier des thématiques et des orateurs pertinents sur les thématiques qui vous sont chères. Bonne soirée à tous et à bientôt.